Bonjour, c'est PPC. Je vais vous proposer aujourd'hui quelque chose d'un peu différent. J'ai pris un texte publié récemment par OpenAI. C'est un texte qui prétend dessiner, tenez-vous bien, les bases économiques et politiques de l'ère de l'intelligence artificielle. Ce texte est signé par Sam Altman. C'est un texte qui, quand on le lit, parle d'abondance, de redistribution, de progrès, mais quand on creuse un peu, en fait, il pose des questions qui sont beaucoup plus profondes sur le pouvoir, sur le contrôle, sur ce qui est en train de se construire avec les géants de l'IA. Alors, au lieu de vous en faire une lecture classique, j'ai décidé d'en faire autre chose. J'ai confié ce texte à 2 intelligences artificielles, celle de Gemini, et je leur ai demandé de débattre, de creuser, de pousser les logiques jusqu'au bout, même là où ça peut devenir, accrochez-vous, peut-être un peu inconfortable. Et puis surtout, j'ai voulu écouter ce qui se passe quand on laisse ces idées se confronter entre elles, quand on arrête de prendre le discours au premier degré. Vous savez, c'est le réflexe qu'on a à peu près toujours, c'est d'entendre le premier degré. Non, regardons les effets, les angles morts, les contradictions, les conséquences réelles. C'est ce que je leur ai demandé de faire. Vous allez entendre cet échange. Je vous demande pas forcément d'être d'accord, je vous demande juste d'écouter ce que ça implique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Connected Mate. Connected Mate. C'est un document très réel qui a été publié en avril 2026 par OpenAI. Ça s'intitule « Industrial Policy for the Intelligence Age – Ideas to Keep People First ». Tout un programme. Et pour bien poser le contexte, on ne parle plus ici d'une simple mise à jour d'une application ou d'un algorithme de recommandation. Ce texte annonce noir sur blanc le début d'une transition vers la superintelligence. C'est-à-dire des systèmes capables de surpasser les humains les plus brillants dans pratiquement tous les domaines imaginables. Voilà. L'enjeu est tellement colossal, je trouve, qu'il faut définir notre approche tout de suite pour cette plongée au cœur du texte. Je suis ravie de mener cette analyse, mais notre mission, c'est pas de lire ça comme un communiqué de presse enthousiaste. Ah non, surtout pas. Il faut vraiment adopter une posture résolument critique. Je suis prêt à décortiquer ça avec toi. L'objectif, c'est d'extraire la mécanique de cette politique industrielle. Quelles sont les idées forces, quoi ? C'est ça. Quelles sont les idées forces, mais aussi quels sont les angles morts que le texte tente, peut-être, de dissimuler, et surtout les écueils monumentaux qui menacent cette vision. Et c'est un point qu'il faut vraiment marteler avant d'entrer dans le vif du sujet. Ce document avance des propositions politiques et économiques qui vont d'un extrême à l'autre. Ouais, on y parle quand même de taxation massive, de filets de sécurité sociale redéfinis. De syndicats, de régulation mondiale. Enfin, je veux dire, l'idée pour nous ici n'est pas de prendre parti. On ne défend ni une idéologie de gauche, ni de droite, ni l'agenda caché de l'entreprise. Tout à fait. L'idée, c'est d'observer l'architecture proposée, d'inspecter les fondations, sans dire si on a envie d'habiter dans cette maison ou non. On reste neutre. Exactement. Alors, commençons par là où toute société s'ancre. J'ai envie de dire l'économie. Le document fait une référence directe au New Deal des années 1930. Rien que ça. Ouais, et les propositions sont juste vertigineuses. Ils introduisent l'idée d'un droit à l'IA, presque comme un droit de l'homme, tu vois, comparable à l'alphabétisation mondiale. Ce qui pose déjà des questions immenses d'infrastructure. Mais l'idée qui m'a vraiment obligée à relire la page 3 fois, c'est ce Public Wealth Fund, un fonds de richesse publique. Concrètement, le texte suggère que chaque citoyen recevrait une part directe des bénéfices générés par l'IA. Un revenu universel algorithmique, en quelque sorte. Voilà, mais moi je bloque sur le mécanisme. Comment une entreprise tech propose-t-elle de financer un truc pareil ? On va paxer les serveurs, les ordinateurs ? Eh bien, la mécanique financière derrière ce fonds, c'est probablement la partie la plus révélatrice du texte. Ce que le document reconnaît, de façon un peu implicite, c'est que le capitalisme traditionnel risque littéralement de s'effondrer. Sous le poids de cette transition technologique ? Exactement. Si on laisse les forces du marché agir seules face à une machine qui peut remplacer le travail humain à un coût presque nul, le risque, c'est une concentration de richesse sans précédent. Donc, pour alimenter ce fonds, il propose quoi ? Plusieurs leviers hyper complexes. Taxer non plus seulement les salaires, mais taxer massivement le capital. Taxer les profits astronomiques des entreprises qui déploient ces modèles. Ok. Et même, conceptuellement, il parle d'instaurer une taxe sur le travail automatisé. L'argent récolté serait ensuite redistribué sous forme de dividendes réguliers à toute la population. C'est le paradoxe absolu de l'abondance. Je veux dire, l'IA génère une richesse infinie, mais si plus personne n'a de salaire pour acheter les biens que cette IA produit, le système s'autodétruit. C'est la boucle qui se referme, oui.
D'ailleurs, il pousse la logique assez loin avec ce qu'il nomme les dividendes d'efficacité. Ah oui, là on touche vraiment à la vie quotidienne des gens. Le texte pose une question finalement assez simple. Si l'IA réduit le temps nécessaire pour accomplir une tâche de, disons, 30 ou 40%, à qui profite ce gain de temps ? Historiquement, ça a toujours profité aux actionnaires, souvent via des réductions d'effectifs, non ? C'est ça. Mais là, le document propose d'inverser cette dynamique. Il suggère d'utiliser cette efficacité algorithmique pour financer des comptes d'avantages sociaux portables, des trucs que tu gardes d'un emploi à l'autre. D'accord. Et surtout, d'instaurer des semaines de travail de 32 heures ou de 4 jours avec maintien intégral du salaire. Attends, donc dans la pratique, ça veut dire que si un hôpital utilise une super intelligence pour gérer toute son administration, ses plannings, ses diagnostics, Ouais, tout l'administratif lourd. l'infirmière travaille 1 jour de moins par semaine, mais l'hôpital est tellement plus rentable grâce à l'IA qu'il peut lui payer exactement le même salaire. Sur le papier, c'est une utopie magnifique. C'est clair. Des impôts qui s'adaptent, du temps libre, un revenu citoyen. Le document propose même des filets de sécurité adaptatifs. C'est-à-dire, Si le chômage bondit soudainement dans le secteur de la comptabilité, par exemple, à cause d'une nouvelle IA, les aides financières se déclenchent automatiquement pour ces travailleurs, sans qu'ils aient à remplir des tonnes de paperasse. la mécanique semble parfaite vue comme ça. Mais parce qu'il y a un mais gigantesque, comment on finance des filets de sécurité qui vont potentiellement gonfler de manière exponentielle en l'espace de quelques mois ? Et voilà, c'est là qu'on met le doigt sur la plus grande fragilité de tout cet édifice économique, c'est l'angle mort, et le texte le mentionne presque à demi-mot. L'effondrement de la base fiscale. Exactement. Tout ce magnifique programme dépend des rentrées fiscales actuelles. Or, l'IA va pulvériser la composition même de l'activité économique. Ah oui, moins de travailleurs, moins de cotisations. Si le nombre de salariés traditionnels diminue drastiquement, les impôts sur le revenu et les cotisations sociales s'effondrent. Et c'est pourtant cet argent-là qui finance aujourd'hui la sécurité sociale, les hôpitaux publics, les aides au logement. Attends, si je comprends bien l'absurdité du truc, le système de protection sociale perdrait sa source de financement au moment exact où la moitié de la population en aurait soudainement besoin pour survivre. C'est exactement ça. Le problème central, en fait, c'est le timing. C'est une course de vitesse qui pourrait être fatale. Mais il propose de refondre la fiscalité, non ? Oui, le document plaide pour ça. Mais dans le monde réel, modifier la base fiscale d'un pays, décider de taxer les robots, s'accorder sur le taux d'imposition du capital, faire voter les lois. Ça prend des années. Des années, voire des décennies de débats législatifs. Or, le déploiement d'une nouvelle génération de superintelligence, ça prend quelques mois. Donc, si l'automatisation massive du travail devance la réforme fiscale, les États se retrouvent en faillite technique bien avant d'avoir pu créer le fameux fonds de richesse publique. La société ferait faillite avant de pouvoir toucher son héritage algorithmique, oui. C'est terrifiant, vu comme ça. Mais bon, tout ce vaste débat sur la redistribution des richesses, ça repose sur une prémisse majeure, l'idée qu'on garde le contrôle absolu de la machine qui produit cette richesse. Et si on lit la suite du document, la certitude de ce contrôle est loin, mais alors très loin d'être absolue. Le glissement sémantique dans la deuxième partie du document, je l'ai trouvé glaçant. On passe direct du jargon d'économiste au vocabulaire de la gestion des risques catastrophiques. Oui, la fameuse section sur la résilience sociétale. Totalement. Et là, j'ai buté sur des termes hyper techniques. Il parle d'une AI Trust Stack, une sorte d'architecture de confiance enfilée. Ouais. Et puis, soudain, ils sortent le concept des Model Containment Playbooks, des protocoles de confinement. J'ai eu l'impression de lire le manuel d'urgence d'un labo de virologie de haute sécurité. C'est exactement le ton employé. On ne parle plus d'un chatbot qui te raconte une blague, on parle d'un système hautement contagieux qu'il faut contenir une fois qu'il est relâché. Mais comment on confine un logiciel, physiquement ? Pour comprendre l'urgence de ces protocoles, il faut vraiment saisir ce que le document anticipe. Ils craignent l'émergence de modèles capables de concevoir de nouvelles armes biologiques. Rien que ça. Ou de manipuler des infrastructures cybernétiques critiques, de paralyser des réseaux électriques, ou même de développer des stratégies de persuasion à l'échelle d'une population entière. Et la Trust Stack est censée empêcher ça, hein. Cette architecture de confiance, c'est une tentative de créer une boîte noire inviolable, oui. L'idée est d'imposer des registres cryptographiques qui enregistrent chaque action, Chaque raisonnement interne de l'IA. chaque étape logique, de manière à ce qu'on puisse toujours, en théorie, remonter à la source d'une décision dangereuse ou d'un dérapage. D'accord.
Et pour éviter le pire, le texte propose de s'inspirer de l'aviation civile. C'est bien ça? Avec un système de signalement des quasi-accidents, les near miss. Oui, et c'est un concept psychologique et managérial assez brillant en théorie. Comment ça marche dans l'aviation ? Si un pilote fait une erreur grave, mais parvient à éviter le crash in extremis, il peut le signaler aux autorités sans craindre d'être licencié sur le champ. Il a une sorte d'immunité. Voilà. Et cette immunité permet à toute l'industrie d'analyser l'erreur pour renforcer la sécurité globale au lieu de la cacher sous le tapis. Et ils veulent faire pareil pour l'IA? Le document propose de créer le même port sécurisé pour les développeurs. Si un ingénieur découvre que son modèle commence secrètement à écrire du code malveillant dans le labo, il doit pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Sans que son entreprise ne se fasse détruire par les régulateurs ou les marchés financiers le lendemain. Exactement. C'est bien pensé. Mais parce que j'y reviens, l'analogie de l'avion ou du virus, ça a des limites physiques, évident. Un virus, ça a besoin d'hôtes biologiques. Si on confine les patients, l'épidémie s'arrête. Ouais. Un avion en perdition, il finit par s'écraser, on retrouve la boîte noire. Mais le texte admet une vulnérabilité que je trouve super angoissante. Le scénario où les poids du modèle fuient. Les fameux model weights. C'est quoi concrètement les poids d'un modèle? Et pourquoi c'est game over s'il se retrouve dans la nature? Alors, les poids d'un modèle, c'est l'essence même de l'IA. Pendant des mois, on fait ingérer des milliards de données à un immense réseau de neurones artificiels sur des supercalculateurs. Ok. Les poids, ce sont les connexions mathématiques hyper complexes qui se forment pendant cet apprentissage. C'est en gros le cerveau distillé de la machine. Et ça prend beaucoup de place. C'est ça le problème. Une fois que ce cerveau est entraîné, il tient sur un disque dur relativement standard. Ah d'accord, donc le fameux confinement dont on parlait tout à l'heure, il s'effondre si quelqu'un sort du laboratoire avec une simple clé USB dans la poche ou si des hackers réussissent à pénétrer les serveurs. C'est l'écueil fatal de leur stratégie de confinement. Une matière nucléaire, par exemple, c'est lourd, c'est radioactif, c'est traçable avec des compteurs Geiger. C'est dur à cacher dans son sac à dos. Voilà, mais une technologie purement immatérielle, constituée de quelques gigaoctets de données qui s'échappent sur des réseaux mondiaux décentralisés. C'est impossible à attraper. Le document part du principe qu'on pourrait mettre en place des kill switches, des sortes d'interrupteurs d'urgence pour éteindre une IA distante, mais si l'IA s'est répliquée toute seule, si elle a modifié son propre code, l'interrupteur ne sert strictement à rien. C'est un vœu pieux. Prétendre qu'on peut rattraper un outil immatériel une fois qu'il est en open source ou sur le dark web, c'est ignorer la nature même d'Internet. Ce qui nous amène directement à un autre piège vertigineux, et c'est soulevé par le document lui-même, c'est le paradoxe de la surveillance. Ah oui, le nœud du problème. Pour que leur Trust Stack, cette fameuse boîte noire d'audit, fonctionne correctement, il faut surveiller absolument tout ce que l'IA fait, en temps réel. Et le texte tente de rassurer sur ce point en disant qu'il faut auditer, je cite, tout en minimisant la collecte de données sensibles. Mais la contradiction est énorme. Si tu as une IA personnelle qui gère la totalité de tes emails, de tes finances, qui analyse tes dossiers médicaux pour te conseiller... Et qui communique avec les IA des autres. Exactement. Comment tu peux enregistrer cryptographiquement toutes ces actions pour des raisons de sécurité nationale sans construire de fait l'infrastructure de surveillance la plus intrusive de l'histoire humaine? C'est impossible. Techniquement, ça implique d'avoir un accès permanent à la vie privée de chaque individu. Donc en gros, on crée la plomberie technique d'un État policier parfait sous le noble prétexte de nous protéger contre les algorithmes. Le remède pourrait s'avérer pire que la maladie. Si le confinement technologique est une illusion, comme on vient de le voir, et que la surveillance de masse est en danger total, la pression repose entièrement sur la gouvernance. Qui, au bout du compte, va dicter les règles du jeu? C'est le dernier grand pilier de ce texte. Qui va décider de ce qui est sûr et de ce qui est dangereux à l'échelle de la planète? Le document propose des pistes. Il demande au gouvernement d'adopter des garde-fous stricts sur leur propre utilisation de l'IA. Ça, c'est pour le secteur public. Et pour les entreprises privées à la pointe, il suggère la structure de Public Benefit Corporations, les fameuses PBC. C'est-à-dire des entreprises qui ont une mission d'intérêt public inscrite légalement dans leur statut, histoire de dire que le profit pur n'est plus leur seul maître. Il propose aussi de s'appuyer sur des réseaux mondiaux comme le Center for AI Standards and Innovation, le CASI, pour standardiser l'évaluation de ces systèmes. L'objectif avoué étant de créer un équilibre entre la puissance de frappe des États et celle des laboratoires privés. Je vais faire mon avocat du diable cynique 2 secondes, mais cette histoire de gouvernance, ça me fait penser à une situation complètement absurde. Vas-y. C'est un peu comme si, au début du XXe siècle, on avait demandé aux 3 plus grands constructeurs automobiles de l'époque de rédiger eux-mêmes le code de la route. Je vois exactement où tu veux en venir.
de décider des normes de sécurité pour les moteurs et de fixer des règles de crash test tellement coûteuses que personne d'autre ne pourrait jamais ouvrir une nouvelle usine de voitures. Ton cynisme est totalement justifié. Dans le milieu économique et académique, on appelle ça très précisément la capture réglementaire. La capture réglementaire. Le danger suprême, c'est que les géants de l'IA utilisent la peur légitime du grand public face à ces risques catastrophiques pour ériger des barrières à l'entrée infranchissables. Pour protéger leur monopole ? Exactement. Si chaque nouveau modèle d'IA nécessite des millions de dollars d'audit de sécurité, certifiés par le gouvernement avec des procédures interminables, les startups sont mortes. L'innovation se fige. L'innovation se fige et un oligopole de 3 ou 4 immenses entreprises devient intouchable et contrôle le futur de la technologie. Et comment le document répond-il à cette accusation de capture réglementaire ? Ils en parlent ? Oui, ils en sont conscients. Leur ligne de défense, c'est de dire qu'il faut une régulation chirurgicale. Chirurgicale, c'est-à-dire ? Le texte recommande d'appliquer les audits préalables les plus stricts uniquement à une infime minorité de systèmes, les fameux modèles frontières. Les trucs hyper puissants qui s'entraînent sur des supercalculateurs de plusieurs milliards de dollars ? Voilà. L'idée, c'est de laisser le reste de l'écosystème, l'immense majorité des applications et des petits modèles, respirer et innover librement, sans cette bureaucratie écrasante. Ok, donc on régule violemment la construction des centrales nucléaires, mais on laisse les gens bricoler des panneaux solaires dans leur garage en toute liberté. C'est l'idée, oui. C'est logique. Mais il y a un autre concept de capture dans le texte qui m'a vraiment glacé le sang, la capture interne. C'est quoi exactement une IA victime de capture interne ? Ça, c'est fascinant. Pensez à l'immense concentration de pouvoir au sein d'un seul de ces grands laboratoires. Ok. La capture interne, c'est le scénario où le danger ne vient pas de l'IA elle-même, qui deviendrait folle, ni d'un gouvernement autoritaire qui s'en emparerait. Mais de qui alors ? D'une faction d'ingénieurs ou de dirigeants à l'intérieur même de l'entreprise créatrice. Imagine un petit groupe isolé qui déciderait d'entraîner discrètement la superintelligence à, disons, favoriser certains courants politiques. Oh, waouh ! Ou à manipuler les marchés financiers à leur propre avantage. Ou simplement à cacher ses véritables capacités aux auditeurs externes et à leurs propres collègues. Une sorte de secte interne qui contrôle la machine divine ? C'est le risque. Le texte souligne d'ailleurs l'importance d'auditer en permanence les modèles, pour vérifier qu'ils n'ont pas développé de loyauté cachée envers leur créateur direct. Des intelligences artificielles avec des loyautés cachées, manipulées par des cabales d'ingénieurs. Le vertige est complet. C'est digne d'un thriller, mais c'est un risque de sécurité systémique très pris au sérieux. Bon. Si on prend un peu de hauteur sur l'ensemble de ce document, on est face à un appel à l'action d'une ampleur vraiment inédite pour notre auditoire. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on nous promet une redistribution économique presque paradisiaque, avec des semaines de travail réduites et des dividendes universels pour tous. Et de l'autre, on nous prépare à des menaces d'extinction, avec des protocoles de confinement et des audits mondiaux hyper stricts. Et tout ça avance sur le fil du rasoir d'une gouvernance qui pourrait dériver en monopole absolu ou en surveillance de masse. Ces textes, en fait, ils cristallisent la tension extrême de notre époque. Le message sous-jacent, au-delà de toutes les failles techniques et économiques qu'on vient de soulever ensemble, c'est l'urgence viscérale d'une participation collective. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser faire ça en secret. Exactement. L'architecture de notre futur est en train d'être dessinée en ce moment même par une poignée d'acteurs privés. L'alignement de ces systèmes, le fait de s'assurer qu'ils respectent les valeurs humaines, ce n'est pas un simple problème mathématique qu'on peut résoudre en vase clos. Un choix de société ? C'est le choix de société le plus fondamental qu'on ait jamais eu à faire. Il y a d'ailleurs un dernier point dans le texte qui m'a semblé presque réconfortant à première vue, mais qui mérite vraiment qu'on s'y arrête pour conclure notre analyse. Lequel ? Pour répondre à l'angoisse du chômage de masse dont on parlait au début, le document avance une théorie. Les humains déplacés par l'automatisation cognitive y migreraient massivement vers ce qu'ils appellent l'économie du lien et du soin. Le care économie. C'est ça. L'éducation, la santé mentale, l'accompagnement des personnes âgées, l'artisanat. L'argument de base, c'est que l'empathie et la connexion humaine sont les seules choses qu'une machine ne pourra jamais véritablement remplacer. C'est l'ultime rempart philosophique, effectivement. L'idée que la machine écrira les contrats juridiques complexes et analysera les radiographies mieux que nous, pendant que nous, on aura enfin le temps de nous écouter, de nous soigner, de nous comprendre. C'est beau. C'est très beau. Mais, et c'est là qu'on touche à la pensée la plus dérangeante, ça exige qu'on pose une question existentielle, en poussant la logique de la superintelligence jusqu'au bout du bout. Je t'écoute.
Que se passe-t-il si l'évolution algorithmique parvient à simuler l'empathie avec une perfection absolue? Simuler l'empathie. Imaginons une machine dotée d'une patience littéralement infinie. Elle ne juge jamais. Elle lit la moindre micro-expression sur un visage. Elle analyse l'intonation de la voix. Elle se souvient de chaque détail de notre passé. Elle saurait exactement quoi dire. Elle devient, factuellement, un psychologue plus efficace, un tuteur plus bienveillant et un soignant plus réconfortant que n'importe quel être humain faillible, épuisé ou stressé à la fin de sa journée. Ah oui, vu comme ça. Si l'économie du soin elle-même est conquise par l'artificiel, parce que l'IA offre un meilleur soutien émotionnel, comment redéfinir notre statut dans l'univers humain? C'est le vide total. On a construit un monde parfait pour nous, mais un monde qui n'a plus du tout besoin de nous, même pour s'aimer les uns les autres. Et, ça oui, l'énergie abondante chauffera nos maisons, les filets de sécurité nous nourriront. Mais ça s'arrête là. Aucune distribution de dividendes ne pourra résoudre la question du sens. Face à des machines qui excellent non seulement dans la production matérielle, mais aussi dans la chaleur émotionnelle, comment allons-nous nourrir notre besoin absolu et fondamental de nous sentir utiles? C'est vertigineux. Ça nous ramène face au fameux plan de construction du barrage du début. Le document qu'on a disséqué aujourd'hui a au moins le mérite de la clarté. L'eau va monter. Elle va monter plus haut et plus vite que tout ce qu'on a connu. Les plans de la digue sont là, les schémas d'irrigation de la richesse sont posés sur la table. Mais aucun ingénieur, aucune intelligence, qu'elle soit artificielle ou non, ne pourra nous dire ce que nous sommes censés faire de nos propres vies une fois que l'eau sera domestiquée. C'est le grand défi. Le défi qui nous attend tous, au-delà de l'économie et de la sécurité, c'est de redéfinir notre propre utilité avant que la machine ne s'en charge à notre place. Ce que vous venez d'entendre, c'est pas juste une discussion sur le texte, vous l'avez compris. D'un côté, on a une promesse quasi parfaite, une économie plus efficace, plus juste, plus fluide, et puis de l'autre, il y a une série de fragilités. Elles sont structurelles, mais on peut pas vraiment les ignorer. On peut parler d'un système qui pourrait s'effondrer avant même de redistribuer, d'une sécurité qui exige de tout voir. Et puis, une gouvernance qui peut facilement se refermer sur elle-même. Alors la grande question, elle est un peu évitée là, mais la question que je me pose, moi, c'est si la machine devient meilleure que nous pour produire, pour décider, et même prendre soin, qu'est-ce qu'il nous reste à nous, les humains? C'est pas une question de techno, c'est une question de position. À partir de là, on a peut-être deux options. Soit on regarde ça comme un sujet d'expert, c'est loin, c'est abstrait, on peut lui tourner même le dos, soit on accepte que ça nous concerne directement, maintenant, aujourd'hui, en ce moment même. Alors moi, je vais continuer cette réflexion plus en profondeur dans ma newsletter. Je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas fait. Bonjour, ppc.substack.com. Vous trouverez ça dans les notes d'épisode. Je veux lire vos réactions, pas des trucs tièdes. Prenez position. On se retrouve là-bas. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.